Chacun de nos intervenants va présenter un angle de la façon dont ils conçoivent cette reconquête du pouvoir économique au travers de la problématique du libre-échange et des conséquences que cela a entraîné en termes de concurrence entre États et donc concurrence entre leur système de protection sociale, leur système normatif, et comment aujourd'hui l'impératif est d'arriver à reconquérir cette souveraineté économique qui, en fait, est une souveraineté démocratique. Donc, quelle démocratie demain allons-nous pouvoir exercer dans le cadre, ou hors du cadre précisément, ou dans la remise en cause de ces accords de libre-échange? Alors, dans l'ordre, nous avons d'abord Marina Albion Guzmán, qui est eurodéputée espagnole de Izquierda Unida, la gauche unie. Nous avons ensuite Jihen Chandoul, qui est cofondatrice de l'Observatoire tunisien de l'économie, qui est un think tank créé après la révolution de 2011 et dont l'objectif est de démocratiser l'économie et de peser sur les choix politiques. Auparavant, Madame Chandoul a été également porte-parole du réseau A7 sur l'audit de la dette. Monsieur Morvan Burrell, qui est inspecteur des douanes de son état professionnel, mais qui intervient ici au titre comme membre du bureau national du syndicat solidaire douane, qui, de par sa position professionnelle, a effectivement été très impliqué dans les questions de protectionnisme et qui a élargi ses préoccupations à celles de la souveraineté perdue des peuples et dans le cadre de la mondialisation économique et des modalités de la reconquête de la souveraineté des peuples. Je donne la parole en premier lieu à Marina Albion, avec une demande précise, essayez chacun de garder le timing de 10 minutes, grand maximum un quart d'heure, sinon je vous ferai des signes désespérés si vous dépassez ce timing. Voilà. À vous, Marina. Bueno, gracias. Un placer estar aquí. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, de participer à cette table ronde, à ce débat, à cette réflexion essentielle en ces temps. Alors, le titre du panel, c'est « Reconquérir notre souveraineté économique ». Et je pense que la première question que nous devons nous poser, c'est « Souveraineté pourquoi ?» Souveraineté de qui? Et, me semble-t-il également, si l'on parle de reconquérir, eh bien, il faut aussi se poser la question de savoir si, quelquefois, nous avons eu une souveraineté. Et donc, nous sommes obligés de donner un contenu précis à un concept quelque peu abstrait. Moi, je mettrais des noms de famille. J'appellerais souveraineté du peuple et souveraineté pour le peuple. Et donc, en précisant encore un peu plus, on ne parlerait pas de reconquérir une souveraineté que nous n'avons jamais eue, mais il s'agirait de parler de conquête d'une souveraineté, conquête du droit des peuples européens à disposer de leur destinée, à choisir leur destinée. Lorsque l'on analyse les conséquences de la crise en Europe, je pense qu'il est essentiel de faire une analyse en profondeur qui aille bien plus loin que les simples conséquences de la crise sur les États européens. Si nous ne le faisons pas, nous éviterons toute compréhension plus large et donc toute alternative que nous devons proposer depuis la gauche face à la situation gravissime que nous connaissons. Les crises, les politiques d'austérité ont sans aucun doute eu des conséquences diverses selon les États. Il ne faut aucun doute que les pays du Sud, Espagne, Portugal, Italie ou les pays périphériques souffront davantage des conséquences de la crise, davantage de chômage, davantage de pauvreté, davantage de précarité que les autres pays. Et il s'agit de différences territoriales qui pourtant ont toujours existé et qui se sont accentuées avec la crise. Je crois que si nous tenons compte du fait que les politiques d'austérité, en réalité, ont supposé dans tous les pays un immense transfert des revenus du travail vers le revenu du capital, au-delà des différences territoriales, je crois que nous devrions nous concentrer sur les conséquences inégales de la crise sur les différentes classes sociales. Sinon, l'analyse serait quelque peu erronée et on pourrait arriver à de fausses conclusions.
Il est évident que la classe ouvrière des pays les plus forts, puisqu'elle travaille selon les conditions d'un capitalisme plus productif, eh bien, ont moins souffert. Mais l'inégalité est également patente dans ces pays-là, et sinon il suffirait de poser la question aux travailleurs et aux travailleuses d'Allemagne et de leur mini-job, comme on dit. Je crois qu'il ne faut pas nous tromper d'ennemis. Je crois que nous devons assumer clairement que pour nous, en Espagne, ce n'est pas l'Allemagne qui nous exploite, c'est notre bourgeoisie, qui de fait est alliée à la bourgeoisie allemande, certes, mais c'est la bourgeoisie espagnole qui exploite en Espagne. Merkel et Draghi ne nous ont pas ôté une souveraineté que nous n'avons jamais eue. Ce sont les puissants de notre pays, de nos pays, en alliance avec les puissants allemands, français ou italiens, et organisés au sein de cette Banque centrale européenne ou du Fonds monétaire international. Je veux dire que ce sont les classes dominantes des différents pays qui, en plus, ont le contrôle des institutions européennes qui agissent pour leur service, pour leur bien. Et prenons l'exemple concret de la Grèce. En Grèce, il ne fait aucun doute que la souveraineté du peuple grec a été violée, bafouée, mais en aucun cas la souveraineté de l'État grec, parce que la classe travailleuse grecque a dû faire tomber un gouvernement de nouvelle démocratie pour pouvoir appliquer des politiques au bénéfice de la majorité. Ensuite, ça a été un gouvernement de Grecs et un parlement de Grecs qui a accepté les mesures imposées par la Troïka. Et je crois que cette défaite en Grèce doit nous mener à une réflexion très profonde au sein de l'ensemble de la gauche européenne, une réflexion sur l'Union européenne dans son ensemble. Donc, Union européenne qui émane d'accords de marché et qui a été défini selon le traité de Maastricht, qui, je crois, représente pour tous justement le modèle européen que nous ne souhaitons pas. Parce que l'Union européenne et tout ce qui en découle, ses institutions et son système financier, sa monnaie, ses traités, ses frontières, ces barbelés, dirais-je, sont autant d'instruments des puissants construits par les puissants pour protéger les puissants. Il s'agit d'instruments créés pour protéger leurs intérêts, pour préserver leurs intérêts et accroître sans aucun doute leurs revenus. Le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne, la Commission européenne, toutes ces institutions, tous ces organismes qui prennent des décisions sans que personne les remette en cause et que sans que personne les ait élus, les ait choisis, qui prennent des décisions au bénéfice de cette alliance des classes dominantes des différents États. L'Europe qui se plie aux intérêts impérialistes des États-Unis, qui utilise l'OTAN pour créer encore davantage de pauvreté et encore davantage de misère. C'est une Europe qui s'allie contre l'immigration. C'est une Europe qui, avec la crise, a fait paraître sa face la plus cruelle et qui, avec le TTIP, entend donner encore un pas en avant en s'assurant que ce sont les multinationales qui définissent les lois directement et que les parlements ne soient que des intermédiaires. Je crois que cette Union européenne, projet capitaliste, euro comme expression également de ce même projet capitaliste, doivent faire l'objet d'une analyse et d'un positionnement de la part de la gauche transformatrice. Mais nous pouvons d'ores et déjà affirmer que le problème de l'Europe, le problème de l'Union européenne va bien au-delà de la question monétaire et que lorsque nous parlons de souveraineté économique, le débat doit également s'élargir et aller bien au-delà de la question de la monnaie. La crise, les inégalités qui existent entre les différentes nations de l'Union européenne, mais surtout les inégalités qui existent entre les différentes classes sociales ne sont pas apparues avec la monnaie unique. Non, elles sont inhérentes au capitalisme, elles existaient auparavant, avant même d'avoir une monnaie unique. Et c'est pour cela que nous devons être bien certains que les problèmes ne sont pas uniquement liés à l'existence de cette monnaie unique, et donc que la solution ne serait pas uniquement l'abandon de cette monnaie unique. Non, au contraire, la monnaie unique pourrait être un avantage conséquent dans une Europe où la gauche et la classe travailleuse prendraient les rênes du pouvoir. Le problème, d'après nous, n'est pas la monnaie unique, mais bien les intérêts et au service de qui œuvre cette monnaie unique. Je prendrai un exemple. Qu'adviendrait-il si l'État espagnol abandonnait l'euro? Ça nous permettrait de récupérer notre souveraineté économique? Alors, si par souveraineté économique, on entend
avoir les rênes de la politique économique en Espagne, eh bien, ce n'est pas le cas. Alors, on ne récupérerait pas cette souveraineté économique parce que jusqu'à présent, la souveraineté économique en Espagne, c'est la bourgeoisie espagnole qui l'exerce. Les gens qui ont avec l'euro et de la même manière le faisaient avec la peseta. Je veux dire par là que recouvrer la souveraineté économique, ce n'est pas quelque chose qu'on arrivera à faire en simplement abandonnant la monnaie unique, je crois. Autre réflexion, si la gauche parvenait au pouvoir, si nous avions un gouvernement de gauche qui lutte de manière conséquente pour les intérêts de la classe ouvrière, alors nous arriverions à casser avec les politiques européennes, à rompre avec les politiques européennes, et donc nous serions expulsés de l'euro. Je crois qu'il faut être très clair là-dessus, il faut bien l'expliquer, et il faut, je crois, être prêt à cela. Mais il faut savoir que nos politiques peuvent mener à notre expulsion de l'euro d'une part, certes, mais il faut également envisager une solution aux problèmes sociaux. Et comme solution, nous avons peut-être la sortie de l'euro avec un programme qui est pour objectif la sortie de l'euro. Nous comprenons que dans l'euro ou hors euro, il n'y a pas de solution pour les travailleurs et les travailleuses. La seule solution, c'est de sortir du capitalisme et pas simplement de l'euro. Et si nous voulons changer les règles du jeu, nous comprenons qu'il n'y a pas d'autre moyen que de mettre les ressources entre nos mains. Aussi longtemps que quelques-uns contrôleront les pans stratégiques de l'économie, la banque, l'énergie, les communications, l'objectif sera toujours pour eux le bénéfice privé à tout prix. Et donc, il n'y a pas d'issue. Et donc, pour atteindre notre objectif, nous, l'objectif que l'ensemble de la gauche européenne souhaite, que l'ensemble des Européens aient à manger, du travail, un logement, une éducation, des soins de santé et un bien-être social, tout ceci ne peut être obtenu que si nous garantissons que les ressources économiques des secteurs les plus stratégiques de l'économie sont aux mains de la société, du peuple, public. Elles sont contrôlées de manière publique et donc démocratique. Et ce n'est que comme ça, qu'avec le contrôle des pans stratégiques de l'économie, que nous pourrons envisager un salaire minimum pour l'ensemble de l'Europe, la baisse de la journée de travail, l'âge de la retraite moindre, un salaire minimum décent pour l'ensemble de l'Europe, le droit au logement, le droit à la santé. Et dans certains États, comme en Espagne, tout ceci ne peut être obtenu que si a lieu ce moratoire sur la dette après l'audit de la dette, parce que sinon, il est évident que le gouvernement ne pourra pas mener de politique sociale. Mais j'insiste, le non-paiement d'une partie de la dette n'est pas suffisant si nous ne contrôlons pas de manière démocratique les grandes sociétés, les grandes productions agricoles, la banque, etc. Et tout ceci dans le cadre d'une Europe féministe, parce que nous ne pouvons pas parler d'inégalité sans prendre en compte l'inégalité des genres. Notre lutte, aussi bien au centre qu'à la périphérie, demeure la lutte contre le capitalisme, certes, mais aussi la lutte contre le patriarcat. Et toute cette réflexion, je crois, j'en finis, toute cette réflexion, je crois, nous fait nous poser une question. Est-ce que ces politiques sont possibles dans l'Union européenne actuelle? Est-ce que les politiques de gauche ont leur place dans la structure actuelle de l'Union européenne? Eh bien, je crois que la défaite en Grèce montre qu'il n'y a pas d'autre alternative avec l'Union européenne que nous avons aujourd'hui. Cette Union européenne actuelle a été construite avec les règles du jeu pour les puissants et donc il n'y a aucune alternative pour les classes ouvrières, les classes de travailleurs, avec les frontières, les monnaies, la Banque centrale européenne, les traités, le TTIP ou autres traités internationaux. Non. Et j'entends aussi que depuis la gauche européenne, nous ne pouvons pas présenter une alternative simplement par le retour à l'État national. Je crois que la solution n'est pas de se renfermer sur nous-mêmes, dans nos frontières. Ça ne peut pas être un sauve qui peut. Au contraire, nous comprenons que nous ne pouvons pas reculer, revenir en arrière dans le temps. Au contraire, il nous faut un processus, un projet constituant européen et changer les règles du jeu européen. Je crois que ce n'est pas facile. C'est là un grand défi, un immense défi qui se pose à la gauche européenne à l'heure actuelle. Nous avons un ennemi commun et donc nous avons besoin d'être en commun pour lutter, tous les travailleurs, toutes les travailleuses d'Europe, ensemble. Et face à cette réalité, il est plus important que jamais de recourir à l'internationalisme et donc à l'ensemble des travailleurs et des travailleuses d'Europe.
L'ennemi conjoint, c'est cette alliance des classes dominantes, toutes les bourgeoisies, l'espagnole, la portugaise, la grecque, l'italienne, l'allemande, et c'est elle qui commande, la bourgeoisie allemande qui commande. C'est ça notre ennemi commun. Et donc, pour commencer, nous devons commencer à délimiter les lignes de front, les lignes de lutte, et nous positionner non pas vis-à-vis de nos bourgeoisies respectives de notre pays national, non, mais avec nos alliés de classe. Notre ennemi n'est pas à côté de nous, il est au-dessus. Et pour finir, je dirais que c'est un paradoxe insupportable, celui que nous observons à l'heure actuelle, lorsque nous voyons comment sont organisées les classes dominantes, parfaitement huilées, parfaitement coordonnées entre elles. Et c'est un paradoxe parce que c'est nous autres, classes ouvrières, qui avons parlé en premier de ces alliances, de ces rapprochements au-delà des frontières. Et la classe dominante est aujourd'hui parfaitement organisée, alors que nous, classe travailleuse, classe ouvrière, nous avons été incapables de trouver une mobilisation conjointe et d'apporter une réponse commune sur l'ensemble de l'Europe. Je crois que le capital ne va pas céder. Ils vont continuer d'essayer de nous imposer des politiques qui nous étouffent, nous autres, les peuples. Et donc, c'est nous, à partir de la gauche, qui devons mettre sur la table une alternative et qui nous devons lutter pour l'atteindre. Merci. La parole est maintenant à Madame Jienne Chandoul. Merci. Merci à vous pour l'invitation au plan B. Donc, j'ai été invitée pour présenter le cas de la Tunisie et notamment échanger sur l'expérience de la Tunisie dans le processus révolutionnaire et la remise en question du modèle de développement économique depuis 2011 et qui pose la question centrale de la souveraineté économique. Mais avant de se demander comment est-ce que l'on va reconquérir la souveraineté économique, une des premières choses, c'est d'identifier quels sont les mécanismes et les processus de confiscation de cette souveraineté. Donc c'est ce que nous avons essayé de faire depuis 2011, d'identifier quel a été ce processus, puisque l'on peut dire aujourd'hui que 4 ans après la Révolution, nous n'avons pas cette souveraineté économique. Donc, quels sont ces mécanismes pour pouvoir ensuite construire des stratégies de moyen long terme pour la reconquérir? Donc, il y a une des composantes clés de la souveraineté économique qui est l'élaboration des lois et des normes en lien avec les politiques économiques. Et c'est sur cette composante clé que je vais insister lors de mon intervention. Comment est-ce que des processus ont fait en sorte que ce ne sont plus finalement les citoyens tunisiens, ce ne sont pas les citoyens tunisiens, et c'est un peu la même chose en Europe, qui pèsent sur les politiques, et ce ne sont pas non plus les parlementaires qui élaborent ni les lois, ni les normes, ni les politiques. Donc cette stratégie en fait se décline en 2 points. Donc la première, c'est une stratégie d'encerclement que je vais expliquer plus en détail à travers le partenariat de Deauville, dont peu, je pense, ont entendu parler. Et il y a une deuxième composante de cette stratégie qui est la stratégie du quick engagement, c'est-à-dire s'empresser à négocier avec des autorités dans le cadre d'une transition pour les contraindre les gouvernements qui vont venir ensuite dans des élections à des engagements. Donc, je vais expliquer plus en détail ça. Donc, la première stratégie d'encerclement, c'est traduite à travers le partenariat de Deauville. Donc, c'est une initiative qui a été mise en place le 26-27 mai 2011 lors du sommet du G8. Donc, qu'est-ce que ce partenariat? En fait, il s'agit d'une alliance des grandes puissances, des pays du G8, et une organisation, nous on a appelé ça un cartel des institutions financières internationales. Donc c'est ce cartel et cette alliance des grandes puissances se sont mis d'accord pour faciliter et donner un accès aux prêts et aux dons conséquents aux pays arabes en transition, donc les pays arabes en processus révolutionnaire, à savoir le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, la Jordanie et le Yémen, pour justement conditionner ces prêts à la mise en place d'un modèle de développement. Accompagné, donc, à la suite de cette initiative, s'est mis en place ce qu'on appelle le MENA Transition Fund, qui est un fonds d'assistance technique. Et c'est là où j'ai envie d'insister, parce qu'on en parle très peu. C'est en fait une coordination des institutions financières internationales qui s'alignent et qui disent, voilà,
nous allons faciliter ces prêts-là, mais nous allons aussi vous accompagner et donner une assistance technique pour mettre en place ces politiques. Donc, dans cette assistance technique, on a l'élaboration des lois, donc, qui vont être faites par une expertise étrangère et non par nos parlementaires. Donc, cet exemple-là est très significatif puisqu'on s'est rendu compte que depuis 2011, depuis la Révolution, aucune des priorités, aucune des réformes économiques n'ont été définies par les gouvernements. Ce sont des priorités qui viennent d'agendas extérieurs. Et plus loin, même toutes les réformes ne sont pas rédigées en Tunisie. Donc on peut citer plusieurs exemples. Il y a le code d'investissement, le partenariat public-privé, la loi sur la concurrence. Donc comme vous voyez, c'est des refontes stratégiques. Donc je vais donner plus d'exemples ensuite. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que ça implique ça? C'est que on se rend compte que l'État se retrouve en fait face à une alliance et qui réduit considérablement sa marge de manœuvre à faire des choix politiques. Pourquoi? Parce qu'avant, quand vous aviez, par exemple, la Banque africaine de développement qui avait certains types de conditionnalités, la Banque islamique de développement qui a certains types, la Banque européenne de reconstruction et de développement, par exemple, là, on se retrouve à une situation où l'État n'a plus autant de choix des possibles. Il ne peut pas négocier de telle sorte à choisir l'offre la moins conditionnée ou la plus propice au développement de la Tunisie. Donc, cet encerclement a entraîné presque un micromanagement des politiques économiques en Tunisie via les institutions financières internationales. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, comme je vous disais, l'empressement à engager l'État tunisien dans des accords de libre-échange. Dès 2011, alors que nous étions dans un gouvernement de transition, que les premières élections démocratiques n'avaient pas eu lieu, l'Union européenne a poussé le gouvernement de transition à cette époque-là a donné son engagement à commencer les négociations pour l'accord de libre-échange complet et approfondi, donc qui ouvrirait les négociations au secteur des services et de l'agriculture. Et on a même retrouvé un document de l'Union européenne qui stipulait que le gouvernement de transition devait donner son accord absolument, impérativement, avant le 11 octobre 2011, alors que les élections allaient avoir lieu juste après. Donc vraiment, l'empressement à contraindre les États via des gouvernements de transition qui sont des États, ce sont des périodes où l'État est faible, où les acteurs sont divisés, où nous n'avons pas le temps de nous organiser pour décider quelle stratégie nous voulons en termes de libre-échange ou pas, en termes d'accord avec l'Union européenne. Donc ce sont ces mécanismes-là qui sont utilisés pour réduire la marge de manœuvre de l'État. Donc je vais prendre un exemple maintenant. On a le code d'investissement en fait qui est en cours de discussion là. Donc il y a une refonte du code d'investissement qui va justement réguler une grande partie des échanges internationaux. Et on s'est rendu compte que ce code d'investissement, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Juste après le partenariat de Deauville, la Société financière internationale, qui est un des investisseurs de la Banque mondiale, donc c'est un investisseur privé en Tunisie, dans le secteur énergétique et des finances, a donné un don au gouvernement tunisien pour appuyer l'élaboration du nouveau code d'investissement. Donc ce nouveau code d'investissement a été élaboré en collaboration avec la SFI et l'OCDE. Et quand on a vu le projet de loi, qui va être bientôt discuté, on s'est vraiment rendu compte de l'influence des investisseurs privés étrangers dans le texte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont essayé d'intégrer le maximum de protection aux investisseurs telle que l'on peut la retrouver dans des accords, dans les traités bilatéraux d'investissement. Donc on retrouve par exemple le libre rapatriement des capitaux, donc ce qui va empêcher la Banque centrale de limiter la fuite des capitaux, et notamment lorsque nous sommes en état de crise et que nous avons besoin de préserver nos avoirs en devises. Donc ça, c'est quand même un verrou qui saute, qui est très important. Donc le libre rapatriement des capitaux. On a l'arbitrage international, donc ce ne sont plus les juridictions nationales qui sont compétentes pour régler des litiges, mais l'arbitrage international et notamment le CIRDI. On a également l'accès à l'achat des terres agricoles, ce qui est interdit jusque-là en Tunisie. Seules les personnes physiques tunisiennes peuvent acheter des terres agricoles. Donc ce troisième verrou saute.
Donc tout ça, c'est dans le projet de loi. Et il y a même un article qui va vous faire rire, mais il y a un article qui précise que ces articles de loi, ces garanties, ces droits donnés aux investisseurs ne peuvent être amendés même par loi, alors que c'est une loi. Donc pour dire à quel point ceux qui ont influencé le code d'investissement voulaient garantir leurs droits. Donc le code d'investissement va être en discussion là très prochainement. Et on retrouve en parallèle de cette refonte du code d'investissement le début des négociations sur l'accord de libre-échange complet et approfondi avec l'Union européenne. Et justement un des points clés de cet accord de libre-échange et une des polémiques est l'arbitrage international. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que l'arbitrage international est problématique et est aussi un mécanisme qui contribue d'autant plus à confisquer l'élaboration des lois auprès aux États. Pourquoi? Parce que quand vous regardez en fait l'arbitrage auprès du CIRDI, je vais expliquer ça de manière très simple. Lorsque le CIRDI va arbitrer une affaire, il va se baser essentiellement ou sur le code d'investissement d'un État ou sur le traité bilatéral d'investissement. Or, dans ces textes-là, et notamment les traités bilatéraux d'investissement, il n'y a que les droits aux investisseurs et très peu de devoirs. Donc si on applique le raisonnement à l'inverse, ça veut dire qu'il y a peu de droits aux États et ils ont beaucoup de devoirs envers les investisseurs. Et donc quand ils vont arbitrer, ils ne vont pas prendre en considération les obligations de l'État envers l'intérêt général, par exemple sur le droit à l'eau ou sur le droit au travail, etc., puisque ce ne sont pas des articles qu'ils vont retrouver dans ces textes-là. Alors que dans les juridictions nationales, au contraire, ils vont devoir arbitrer entre ces intérêts variés. Donc c'est là où il y a une vraie bataille également, c'est qu'en occupant l'espace de la rédaction des lois, comme le code d'investissement, en étant à l'initiative des traités bilatéraux d'investissement, puisque ce sont des modèles de convention qui viennent de l'Union européenne ou des États-Unis, déjà tout près, et le gouvernement va être juste amené à essayer de négocier quelques points, mais la modélisation du contrat vient de l'extérieur, donc forcément, déjà dans le rapport de force, il est déséquilibré. Et en troisième lieu, on va voir que dans ces textes, seuls ces droits-là sont pris en considération pour arbitrer. Il y a là un vrai enjeu, puisque en contrepartie, quand l'État est condamné, ce sont des amendes énormes qu'il doit payer. Et donc, ça va les contraindre encore plus à adopter des politiques en faveur de l'intérêt général. Et là, juste pour terminer, juste en décembre 2015, c'est la première fois que l'État tunisien est condamné par le CIRDI pour une affaire avec une entreprise suédoise sur des redressements fiscaux. Et on vient de perdre, et on va pour la première fois, et on va payer une amende conséquente. Donc c'est pour dire les enjeux qui sont en cause. Donc pour conclure, je vais essayer d'être rapide. Donc il y a là quand même, une fois qu'on a identifié ces mécanismes de confiscation, comment on essaie de reconquérir. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est déjà d'identifier ces mécanismes et les démystifier, les démocratiser, les expliquer. Tout ce jargon technique est peu compris par nos concitoyens. Donc on essaie de les vulgariser, on essaie de démocratiser, de simplifier et de repolitiser l'assistance technique. Donc vraiment de dire que c'est une manière de faire de la politique. Il y a des orientations politiques, ce n'est pas quelque chose de technique, loin de là. Ça a des impacts après directs qui peuvent avantager ou ses intérêts ou d'autres. Donc on essaie d'expliquer un maximum ça pour justement faciliter la prise de conscience et créer de nouveaux paradigmes aussi, pour prendre l'initiative en termes de communication aussi, parce que toujours être sur la défensive, ce n'est pas forcément une stratégie qui gagne, c'est aussi créer, nous, des nouveaux paradigmes, être à l'initiative et commencer à faire prendre conscience aux citoyens de ces enjeux-là. Et en leur faisant prendre conscience de ces enjeux, on va faire en sorte que nous aussi, citoyens, on puisse occuper l'espace de l'assistance technique. Et ça, c'est ce qu'on fait nous. On essaie d'appuyer nos décideurs, nos parlementaires, techniquement, entre guillemets. C'est aussi faire concurrence à l'assistance technique qui est en masse via les institutions financières internationales, mais aussi nous, en tant que citoyens, via une contre-expertise, peser
et occuper cet espace d'assistance technique pour que nos voix à nous et nos intérêts en tant que citoyens soient pris en considération par nos autorités. Voilà, merci. La parole est maintenant à Monsieur Morvan Burel. Oui, bonjour, donc merci également donc, pour l'invitation à ce sommet ô combien important. Donc à propos de cette thématique donc, de la reconquête de la souveraineté économique, telle qu'elle est libellée, ça signifie évidemment de considérer que la souveraineté économique a été perdue. Et c'était avec une satisfaction qu'on voit effectivement cette thématique réapparaître dans le champ des revendications de gauche, parce qu'effectivement, cette conquête de la souveraineté, cet exercice de la souveraineté s'avère ô combien essentiel, puisque effectivement, c'est ce qui permet aujourd'hui, c'est le concept qui permet à un peuple d'agir sur son propre destin, et donc de donner du contenu réel à la démocratie, et de ne pas en faire juste un concept incantatoire qu'il est pratique de ressortir de temps à autre. Oui, historiquement, on peut considérer qu'effectivement la souveraineté économique a été perdue. Et si on veut la dater, on peut dater vraiment le début en dur de ce processus au milieu des années 80, quand quelque part l'hypothèse communiste s'est effondrée, que la possibilité réelle et pratique de régime économique alternatif aux capitalistes a échoué quelque part à ce moment-là, et a laissé finalement au capitalisme un champ immense, un boulevard, pour laisser effectivement en possibilité économique, voire démocratique, le capitalisme sans alternative. Et pour ça, effectivement, à partir de ces années-là, le capitalisme s'est doté d'un levier extrêmement puissant pour avancer ses objectifs, qui est celui de la rentabilisation maximum du capital. Ça a été l'outil du libre-échange, puisqu'à partir de cette date, on a vu les accords, les traités de libre-échange, qu'ils soient régionaux, bilatéraux, se multiplier pour aboutir, par exemple, jusqu'à la signature de l'accord de l'OMC en 1994. Parallèlement, en Europe, puisque c'est quand même ce qui nous occupe beaucoup aujourd'hui, parallèlement en Europe, il y a eu un traité fondamental dont on ne parle pas beaucoup, mais qui a été signé en 1986, le fameux acte unique européen qui a véritablement approfondi et fixé, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, le caractère extrêmement libéral de la construction européenne. Donc cette généralisation du libre-échange, cette utilisation très forte de ce levier, on peut dire qu'il a rempli, bien au-delà de ce qu'ils pouvaient sans doute imaginer il y a encore 30 ans, tous les espoirs des capitalistes, que l'objectif pour eux a été véritablement atteint, puisque aujourd'hui les standards sociaux se sont tous nivellés par le bas grâce à l'utilisation de cet outil, par la mise en concurrence des États entre eux de tout leur système de législation sociale et fiscale, donc avec des effets qui sont aujourd'hui bien connus pour les pays dits développés, multiplication des délocalisations, des industrialisations, chômage de masse et régression des systèmes de protection sociale. Quand de l'autre côté, les pays dits du Sud ou en développement ont dû se contenter finalement par le dumping sur le coût du travail, par exemple, de se contenter de se développer sur des monoproductions agricoles ou industrielles à bas coût, non destinées à la satisfaction des besoins de leur population, mais uniquement destinées à l'exportation vers les pays les plus riches. On peut finalement matérialiser l'échec mondial de cette politique par les drames qui sont intervenus au Bangladesh, par exemple, pays spécialisé dans la monoproduction textile et dans lesquels les conditions de travail très dégradées des sous-traitants des grandes firmes multinationales ont provoqué des milliers de morts à cause des conditions de travail dégradées. Ces objectifs très explicitement décrits par les libéraux conservateurs, il y a de multiples citations qu'on peut se faire plaisir d'écouter de temps en temps, mais moi, voilà, aujourd'hui, j'ai choisi celle de Gary Becker, économiste libéral bien connu, qui avait expliqué à quoi servait le libre-échange. Il avait dit « Le droit du travail et la protection de l'environnement sont devenus excessifs dans la plupart des pays développés. Le libre-échange va réprimer certains de ces excès en obligeant chacun à rester concurrentiel face aux importations des pays développés. » Donc on voit bien avec ce type de déclaration à quel point finalement cette mise en concurrence généralisée qui a nivelé les systèmes sociaux par le bas a véritablement bien fonctionné. Elle a bien fonctionné d'autant plus que cet abandon de souveraineté provoqué par le libre-échange a été totalement consenti
par les gouvernements, par les États qui ont signé ces accords de libre-échange en totale connaissance de cause et qui aujourd'hui encore restent totalement prisonniers, ou volontairement sans doute, de ce cadre intellectuel, avec l'agitation du concept permanent de compétitivité, qui est pour le coup la ruine définitive de la capacité de faire des États, qui justifie tous les abandons et trahisons sociales qu'on connaît aujourd'hui, par exemple sur les retraites ou la législation du travail. Cet abandon consenti de souveraineté, qui s'apparente véritablement à une trahison des élus et des élites du mandat qui leur est conféré par le peuple dans un cadre démocratique, s'est matérialisé en Europe par vraiment l'approfondissement libéral de l'Union européenne. À ce propos de l'Union européenne, il y a véritablement une difficulté conceptuelle avec elle, puisqu'on peut considérer que finalement, dès ses débuts, il a été question du traité de Rome tout à l'heure, dès le traité de Rome, finalement, l'Europe a bien été conçue comme un espace de libre-échange et bien conçue par certains comme un outil qui permettait de contourner les conquêtes sociales obtenues par les peuples. On peut un peu ainsi citer, j'en ferai pas beaucoup, une nouvelle citation de Pierre Mendès France, qui dès l'époque déclarait « Le projet de marché commun tel qu'il nous est présenté est basé sur le libéralisme classique du XXe siècle, selon lequel la concurrence pure et simple règle tous les problèmes. L'abdication d'une démocratie peut prendre deux formes, soit le recours à une dictature interne par la remise de tous les pouvoirs à un homme providentiel, soit la délégation de tous ces pouvoirs à une autorité extérieure, laquelle, au nom de la technique, exercera en réalité la puissance politique, car au nom d'une saine économie, on en vient aisément à dicter une politique monétaire, budgétaire, sociale, finalement une politique au sens le plus large du mot, national et international. » Donc on s'aperçoit effectivement que l'Union européenne en tant que telle pose un véritable problème, puisqu'elle est conçue dès son origine comme un outil de libre-échange, comme un outil finalement de contournement de la souveraineté populaire. Outil qui a été véritablement approfondi donc avec l'acte unique dont on parlait, qui a été signé en 1986, et pour Margaret Thatcher, qui se pose un peu là en doctrine libérale, devait donner une substance réelle au traité de Rome et raviver sa flamme libérale, libre-échangiste et dérégulatrice. Donc on voit bien qu'effectivement l'acte unique européen, qui a posé les libertés fondamentales de libre circulation des capitaux et des biens, et la liberté d'installation et de prestation de services, qui ont été placés au sommet de la hiérarchie des normes du droit européen, a eu cette chose assez inédite quand même dans l'ordre politique du monde, c'est qu'en fait on a juridicisé le libéralisme, qui est placé au sommet de la hiérarchie des normes à laquelle tous les autres droits, toutes les autres protections doivent se conformer, et avec je dirais, l'attention scrupuleuse de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, cet abandon de souveraineté, cet abandon consenti culmine, on peut le voir avec les négociations en cours sur le traité de libre-échange transatlantique entre l'Europe et les États-Unis, qui n'est pas, de mon point de vue, un traité hors du commun, comme il a pu être dit ici ou là, mais qui en fait approfondit, parachève un peu l'œuvre libérale, en supprimant les derniers droits de douane qui pouvaient exister, il y en avait déjà plus beaucoup, mais aussi les barrières dites non tarifaires, toutes les protections contre les produits non conformes en Europe, et qui finalement, par le biais de mécanismes type l'arbitrage privé ou bien la coopération réglementaire, vide totalement de sa substance toute démocratie, en finit complètement avec l'aléa démocratique auquel peuvent être confrontés les capitalistes, et permet finalement d'imposer pour toujours par le droit le libéralisme. Donc on peut dire qu'effectivement on s'aperçoit que le libre-échange a véritablement annihilé complètement la souveraineté démocratique, et que la reconquérir devient, si on est logique, finalement une nécessité. Or aujourd'hui encore, à gauche, cette thématique de la reconquête de la souveraineté, de l'imposition de mesures pratiques et concrètes pour la reconquérir ne fait pas encore aujourd'hui totalement l'unanimité. Il m'apparaît nécessaire effectivement de bien réaffirmer que si on veut véritablement reconquérir la souveraineté et faire pièce au libre-échange parce qu'il a provoqué, il faudra prendre des mesures politiques concrètes, et ces mesures, elles sont protectionnistes. Donc reconquérir la souveraineté populaire, ça signifie bien sûr que cette souveraineté, elle doit s'appliquer, elle doit se mettre en œuvre sur un territoire défini. La souveraineté mondiale n'existant pas par définition. Et comme ça a été posé tout à l'heure, est-ce que ce territoire peut être l'Union européenne? D'après ce qu'on a décrit, je pense que ça n'est évidemment pas possible, vu le caractère consubstantiellement libéral de l'Union européenne, qu'on a pu encore voir en 2015 avec l'exemple de l'étouffement et de l'écrasement à plusieurs reprises par l'Europe de la volonté démocratique grecque. Cet échec, il était pourtant patent dès 2007 quand finalement par l'Europe, par le traité de Lisbonne, on a contourné la souveraineté populaire qui avait pu s'exprimer notamment en France par le rejet populaire du TCE.
Donc si évidemment il ne s'agit pas de dire à contrario que l'État-nation représente un paradis perdu, un Eldorado à retrouver, ne serait-ce sans faire une analyse trop longue, mais ce sont les élus nationaux qui ont librement consenti à ces amendements de souveraineté par l'Union européenne, donc ils en sont effectivement responsables, mais néanmoins, de mon point de vue, l'État-nation aujourd'hui représente un cadre directement utilisable, historiquement reconnu et légitime, et c'est dans ce cadre que s'organisent les élections qui sont déterminantes, c'est dans ce cadre que sont organisés les partis politiques, et c'est dans ce cadre aussi que sont organisés les syndicats qui peuvent agir directement. Donc c'est aujourd'hui effectivement dans ce cadre que sont directement mobilisables des politiques d'alternatives. Notamment des politiques alternatives qui peuvent être mobilisées par les moyens administratifs et les moyens de l'État, notamment les moyens douaniers. Aujourd'hui encore, les administrations douanières sont constituées dans un cadre national, et ce qui me paraît véritablement essentiel, parce qu'il faut absolument que les politiques douanières coïncident très exactement au territoire sur lequel seront prises les politiques économiques et sociales alternatives, parce que ce sont seules les politiques douanières qui peuvent préserver l'équilibre social d'un territoire, justement face aux effets négatifs que produirait l'entrée et la sortie de marchandises et de capitaux provenus d'autres espaces souverains. Or, aujourd'hui, si les administrations sont douanières, la compétence douanière, elle, est entièrement une compétence déléguée à l'Union européenne. Union européenne qui n'en a fait qu'un usage libéral. Par la baisse très forte des droits de douane, on est passé de 45% à peu près au début des 30 Glorieuses, aujourd'hui à un niveau moyen de droits de douane en Europe qui est inférieur à 3%, et surtout une pratique effectivement douanière qui est toujours plus libérale. On parle beaucoup de frontières en ce moment, mais on oublie que les frontières sont essentiellement des concepts douaniers. On n'en parle pas du tout médiatiquement, mais entre en vigueur au 1er mai un nouveau code des douanes de l'Union qui approfondira encore le caractère très libéral de sa pratique en Europe, sans entrer dans les détails techniques. On peut rappeler qu'aujourd'hui, moins de 1% des 2 millions de conteneurs qui entrent chaque année dans le seul port du Havre font l'objet d'un véritable contrôle physique des autorités douanières. Donc c'est très peu. Donc on va, pour essayer d'aller un peu plus vite, il faudra effectivement que... On ne peut pas passer autour du fait que les États volontaristes, ceux qui voudront mettre en place une politique volontariste, devront récupérer leurs outils de souveraineté. Parmi ces outils de souveraineté, effectivement, le protectionnisme est un outil essentiel. C'est un outil parce que les libéraux, eux, ont utilisé le libre-échange comme outil pour obtenir leurs objectifs. Et il faut effectivement forcément en parallèle qu'on utilise, nous, les outils efficaces pour combattre le libre-échange. Évidemment, le protectionnisme n'est en aucun cas un programme politique, mais un outil nécessaire pour le pouvoir faire. Il n'est en aucun cas, évidemment, un risque autarcique. Il convient quand même de rappeler contre le laisser-faire absolu aujourd'hui qu'a mis en place le libre-échange et le libéralisme et un régime autarcique, il existe toute une gamme de politiques douanières possibles qui permettent à un État souhaitant mettre en place une politique alternative de le faire. Je prends par exemple l'exemple inévitable de la taxe carbone aux frontières, toute mesure de fiscalité carbone contraignante devant évidemment se doubler par une taxe carbone qui serait perçue aux frontières. Pour conclure et pour aller très très vite, je pense qu'on peut la reconquête de la souveraineté et de ces outils qui seraient effectivement parmi eux obligatoirement des outils protectionnistes. Je pense que c'est intéressant de le mettre en perspective pour une gauche qui voudrait aller jusqu'au bout de sa démarche, de le mettre en opposition avec aujourd'hui la démarche libérale sécuritaire totalement assumée par les sociodémocrates aujourd'hui, et notamment par leur gestion qu'ils en font par leurs outils aux frontières, c'est-à-dire, on l'a noté, un refus et une crispation sur l'accueil des migrants, alors qu'en parallèle, on ouvre toujours plus fort les marchandises, les frontières à toutes les marchandises venues de n'importe quel coin du monde et dans n'importe quelles conditions. Aujourd'hui, le Parti socialiste négocie et soutient la négociation sur le TAFTA. Le Parti socialiste soutient la mise en place du nouveau code des douanes de l'Union dont j'ai parlé tout à l'heure. Je pense qu'une gauche qui se voudrait complètement alternative devrait expliquer en quoi elle soutient la frontière comme espace d'accueil de tous les migrants, et ça je pense qu'il faut vraiment le marteler, et comme espace et comme outil vraiment de régulation économique pour maintenir l'équilibre d'un territoire. Merci. Merci à nos trois intervenants d'avoir respecté le timing
qui leur avait été imposées. Les questions sont donc dans la salle. On commence par les questions en espagnol. Y a-t-il des questions en espagnol? Si. Allez, le micro est là derrière vous. Y a-t-il des questions en espagnol? Ok, très bien. Monsieur, pouvez-vous vous présenter? Puede presentarse, por favor. Sí, grazie. Oh, italien, pardon, excusez-moi. Okay. My name is Domenico Moro. I came from Italy. I am of the Refondation. C'était d'abord les questions en espagnol. Come in espagnol? Ah, d'accord. Okay. Okay. I represent the Italian Refondation Communist Party. In this place, we are very interested in Plan B, and my intervention is related to the return to national sovereignty that cannot be confused with nationalism, in our opinion. The growth rate of GDP and fixed investment of developed countries has been below the world average for about 20 years. Western Europe is the area that have been registering the worst growth rates. The situation made worse after the burst of the subprime mortgage bubble, which started the so-called secular stagnation, comparable with the worst crisis of capitalism broken in 1873 and in 1999. But there is an important difference between the current crisis and the Great Depression. In the 30s, there was a general agreement about the need of state intervention in economy. Today, the Keynesian policies have been abandoned everywhere. The reasons of this change can be found in the transformation of capitalism from state monopoly capitalism into globalized capitalism. Today, the center of gravity of the accumulation of capital is not mainly domestic. The multinational and transnational companies are not interested in the growth rate of GDP and employment in Italy, France, Spain, Greece, or Portugal. They are interested in improving their ability to compete in world market by exports, foreign direct investments, and cross-border mergers and acquisitions. So big capital has lost any interest in a policy that supports domestic demand and in enlargement of state debt, which is considered an obstacle to its ability to compete in world market. European monetary integration is the main instrument of the European capital in order to reorganize the accumulation process according with the changes of globalization, and to oppose the fall of the profit rate, shifting the costs of crisis of capitalism onto society and workers. The transfer of important responsibilities from national states to European organisms have permitted to bypass national parliaments' control over public debt. In this way, it has been achieved a double task: the decrease of the cost of production for enterprises by reduction of welfare and the deregulation of labor market, and the repositioning of a big share of national savings from public debt to capital markets. The realization of capital markets union is the last, but not the least task of European economic integration in order to facilitate merger and acquisitions and the growth of European companies, which are yet too little in comparison with American and Japanese competitors. For all these reasons, the return to national sovereignty, at least in some important issues like the management of public budget and debt, cannot be confused with the sort of revival of nationalism and with the political proposals of far-right movements. In current European context, it must be interpreted as a necessary instrument in order to oppose the reorganization of accumulation, which is oppressing the workers of Western Europe. It is precisely European monetary integration that is dividing the European workers and increasing far-right movements. The return to national sovereignty appears as a necessary but not sufficient condition in order to defend the material conditions of workers and democracy,
State is not a neutral organism from a class point of view. States in Europe are more subject to capital accumulation than in the past, and the most important parties, both of center-right and center-left, are expression of neoliberalism, even though in different shapes, or are supporters of naive opinions which explain the current situation mainly as a consequence of corruption and inefficiency of politicians rather than as a consequence of the production relationships and of the crisis of capital. For this reason, it is necessary not only to return to national sovereignty, but even to achieve the power of directing state activities and the production not towards the interest of big private companies, but towards the interest of society and in particular towards the interest of workers and unemployed people. Firstly, this means that we must oppose the autonomy and independence of central banks. Secondly, this means that states must not only support demand through welfare and wages, but more of all support the supply by new fixed investments. In this period, only state can make productive investments. Private entrepreneurs have decreased the productive investments in Western Europe because the profit rate is not adequately high, and they have invested their money in plants or mergers abroad, in former public monopolies, and in financial speculations. In order to realize this, we need to build a new social and political bloc, which cannot include neither sector of internationalized capital, neither the parties, like those belonging to the European Socialist Party, that are supporting the reorganization of a capitalistic economy. It is possible to devise an exit strategy from the current crisis, according a leftist point of view, but only on the condition that we understand the difference between the current historical period and the past, and that we make consistent political choices. Thank you very much. Bien, donc nous poursuivons dans les questions maintenant. Y a-t-il des questions en espagnol? Non, pas de questions en espagnol. Des questions en anglais? Pas de questions en anglais non plus. Des questions en français? Bien, monsieur. Et ensuite, monsieur. Bonjour, Frédéric Vial. Ma question s'adresse essentiellement à Marina Albiol. Effectivement, chacun va être d'accord pour dire que ce que nous recherchons, c'est la mise en place de programmes politiques qui soient des programmes politiques progressistes, avec le renforcement des retraites, le partage des richesses, pour le dire globalement. Mais j'ai du mal à comprendre le raisonnement qui consiste à dire que, en soi, la question de l'euro n'est pas une fin, n'est pas un programme en soi. La question de la sortie de l'euro n'est pas un programme en soi, mais qu'il s'agit de sortir du capitalisme. Ça me fait un petit peu penser au raisonnement qui consiste à dire, puisque on ne peut pas faire 100 mètres, alors on se donne comme projet de faire 3 kilomètres. Et il me semble que, en tous les cas, ça a été dit hier à plusieurs reprises dans les tables rondes qui ont eu lieu, qu'à aucun moment, aucune des personnes qui parlent de sortir de l'euro ne disent que c'est un programme en soi et que c'est quelque chose qui est acquis, qu'on ne pourra pas envisager une sortie de l'euro sans d'autres mesures, qui seraient des mesures effectivement de contrôle des capitaux, de nationalisation, de socialisation des banques, et de répudiation de la dette. C'est tout ce qui a été dit, par exemple hier. Et donc, se fixer comme objectif la sortie du capitalisme, c'est-à-dire quelque chose de très enviable, mais de très lointain, peut-être qu'il serait plus réaliste de commencer par dire quelles sont les conditions qui vont faire qu'on va pouvoir mener des politiques progressistes. Et ces conditions consistent certainement, en tous les cas, c'est ce qui m'a semblé comprendre de ce qui a été dit hier, à faire sauter un certain nombre de verrous qui existent ici et maintenant
parmi lesquels et l'Union européenne avec sa politique libérale et l'Union européenne avec sa politique concernant l'euro doivent sauter, doivent véritablement être non pas réformés, on ne réforme pas l'irréformable, mais véritablement être dégagés. Bueno, gracias por la pregunta y bueno, voy a intentar explicar un poco mejor cuál sería nuestra posición y la posición que defendemos respecto al euro, porque quizá, bueno, no sé si se me ha entendido antes bien, yo pienso que sí, pero porque iba en esa línea, ¿no? Evidentemente nosotras lo que decimos es que el problema de las desigualdades no es la moneda, o no es solo la moneda, sino que entendemos que son también los tratados, el Tratado de Maastricht, el Tratado de Lisboa, que es el Tratado de Roma, entendemos que son el TTIP, que es el TISA, que es el Banco Central Europeo, que la moneda es un instrumento y que el problema es a los intereses de a quién responde esta moneda en estos momentos, y que una moneda única, si tuviéramos gobiernos de izquierda en toda Europa, no sería un problema. Que el problema es que la moneda está respondiendo a los intereses de los poderosos, pero que entendemos que no puede ser la propuesta de la izquierda europea solo el salir del euro, porque entendemos que, por ejemplo, en España, cuando no había euro y había peseta, también tuvimos unos índices de paro altísimos, tuvimos unos índices de pobreza altísimos, tuvimos miseria, tuvimos pobreza, es decir, que en realidad el problema son las políticas económicas y no solo la moneda, ¿no? Y en ese sentido es donde planteamos que no puede ser la solución que plantea la izquierda el salir del euro. Ahora bien, que puede ser que si nosotros aplicamos una serie de políticas económicas nos van a llevar a la expulsión del euro, puede ser. Nosotros planteamos la salida del euro más como una consecuencia de ser coherentes con nuestro programa y con nuestra política de izquierdas que como una solución. Y en ese sentido, bueno, ha sido la intervención, ¿no? Y evidentemente cuando hablamos de que el objetivo es salir del capitalismo, bueno, también es un poco utilizando el juego de palabras, ¿no? De salir o no salir del euro, bueno, pues entendemos que el objetivo final es salir del capitalismo y que solo ahí hay solución para la clase trabajadora. Eso no significa que no podamos ir haciendo políticas de izquierdas en ese marco, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que no debemos renunciar nunca a nuestro objetivo final. Y bueno, así lo dejo. Oui, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui se préparent également? D'accord, merci. Bonjour, je suis Patrick Serin, porte-parole de Sud Banque Populaire Caisse d'Épargne. J'ai 3 questions mais très courtes pour chacune des intervenants. D'abord pour Marina, donc contrôler les secteurs stratégiques de l'économie, les banques en particulier, c'est vraiment une nécessité. Quelles seraient donc pour elle les premières mesures envisagées et y a-t-il un projet concret au niveau de son organisation? Ensuite, pour JN, y a-t-il aujourd'hui en Tunisie un mouvement structuré qui est engagé justement dans la lutte contre la confiscation de la démocratie? Enfin, pour Morvan, concernant toujours les banques et la circulation des capitaux, est-ce qu'on a au niveau des douanes les moyens suffisants pour faire un véritable contrôle des capitaux, entrée et sortie, notamment en prenant en compte le shadow banking system, le système bancaire de l'ombre où sont domiciliés tout un ensemble de fortunes et de placements. Voilà, merci. Bueno, las primeras medidas, ¿no? Entendemos que las líneas principales de actuación, ¿no? Como he dicho, como ha dicho usted, en primer lugar es absolutamente necesario el control de los sectores estratégicos de la economía, el poner esos sectores estratégicos en manos públicas para que nosotras controlemos nuestros recursos. En segundo lugar, imprescindible una reforma fiscal
a escala europea, ¿no? Donde sean los que más tienen y los que más ganan los que aporten. Y, en tercer lugar, todo eso, como he dicho antes, en determinados países no es posible si no hacemos una auditoría para una moratoria y una quita de la deuda. Yo creo que esas serían las 3 primeras medidas, pero a partir de ahí, o sea, solo desde ahí y solo controlando los recursos, solo con esa quita de la deuda y solo con los ingresos fiscales necesarios, podemos plantearnos ya lo que serían el resto de las políticas sociales que deberíamos aplicar, ¿no? Las políticas del salario mínimo digno, de bajar la edad de jubilación, de bienestar social, de sanidad, de educación, pero todo eso no es posible. No es posible tener esas políticas sociales si no aplicamos primero las condiciones de la quita de la deuda y del control de la economía, o de poner la economía en manos públicas, si lo entendemos. Alors, pour répondre à votre question, aujourd'hui, on ne peut pas parler de mouvement structuré en Tunisie concernant la reconquête justement de la souveraineté économique. Ce qu'on observe par contre, c'est qu'il y a des initiatives qui naissent, des initiatives naissantes un peu partout qui commencent à se focaliser sur cette question-là. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas finalement de mouvement structuré? C'est aussi parce que le contexte historique et les décennies de dictature ont fait que organiser des mouvements sur cette question-là était compliqué. L'objectif commun des mouvements d'opposition était la chute de la dictature. Aujourd'hui, il y a clairement une remise en question à faire du modèle de développement. Donc il y a des réflexions, des initiatives qui s'organisent sur ce point-là, mais pas encore de mouvement structuré. C'est aujourd'hui prématuré de parler de ça, mais cela doit s'inscrire dans une stratégie de moyen long terme, et c'est ce auquel nous essayons de participer, de construire justement une force petit à petit sur le moyen long terme qui s'organiserait autour de cet objectif-là. Oui, pour répondre à la question sur la capacité effective d'une administration qui serait une administration douanière, mais qui peut être plus globalement une administration financière, à contrôler effectivement la circulation des flux de capitaux. Très clairement, aujourd'hui, les moyens dont disposent les administrations ne sont clairement pas à la hauteur pour effectivement envisager une approche efficace contre la circulation des flux de capitaux qui seraient illicites et qui pourraient être renforcés si le cadre législatif l'était. Aujourd'hui, les administrations financières de l'État, que ce soit la Direction générale des finances publiques, la Direction générale des douanes ou la cellule spécialisée anti-blanchiment qui est rattachée au ministère des Finances, Tracfin, je parle pour la France, je connais mal les autres pays européens, mais je pense que la situation est assez identique, ne sont clairement pas armés pour faire face aux défis suffisants que sont posés l'énorme masse de circulation des capitaux. Ces 3 administrations, enfin principalement les finances publiques et les douanes, sont de toute façon en première ligne sur les réductions d'effectifs qui sont décidées au niveau budgétaire. Tous les ans, ce sont les administrations qui perdent des milliers d'emplois et qui n'ont plus la capacité réelle de couvrir le maillage territorial suffisant. Pour parler de ce que je connais le mieux, l'administration des douanes est par exemple chargée de contrôler ce qu'on appelle les manquements aux obligations déclaratives. Toute personne détenant des capitaux en liquide au-delà de la somme de 10 000 € est tenue de les déclarer. Et normalement, donc, les brigades des douanes sont censées effectuer les contrôles pour pouvoir appréhender ces flux. Aujourd'hui, les agents qui sont sur le terrain pour pouvoir effectuer réellement ce travail, en France, c'est moins de 8 000 agents au quotidien pour pouvoir effectuer ces postes-là. Et sans entrer dans une discussion technique trop profonde, mais sur les évolutions qui sont à l'œuvre sur les moyens douaniers, et là pour le coup on peut l'élargir au niveau européen, à la suite de l'émotion créée par les attentats de novembre, vous avez peut-être suivi que le président de la République a annoncé 3 jours après la création d'emplois, donc assez classiquement aux administrations répressives et de sécurité publique, mais il en a aussi annoncé, l'administration des douanes, nous a annoncé quelques centaines de suppressions, le lapsus est révélateur, quelques centaines de créations de postes, on s'habitue à dire suppression depuis 15 ans. Et donc, mais c'est assez révélateur de l'usage qu'on en fait, puisque aujourd'hui, avec l'état d'urgence, dans ce cadre très libéral sécuritaire dont je parlais tout à l'heure, on redimensionne les quelques centaines d'effectifs qui ne changeront pas vraiment la donne, mais symboliquement, on les redimensionne sur le contrôle des flux de personnes
aux frontières intérieures et non pas du tout sur ce que nous on considère essentiel, à savoir effectuer les contrôles de flux de marchandises. Donc il y a réellement une évolution aujourd'hui, et ça c'est valable pour toute l'Europe, hein, en élargissant un petit peu la question. Aujourd'hui, la seule agence européenne qui fonctionne réellement, c'est la fameuse agence Frontex. L'agence Frontex est une agence qui n'a pour vocation que d'intervenir sur les flux migratoires, qui pour fonctionner réellement utilise les moyens des administrations nationales, notamment les moyens douaniers, et qui n'a aucunement vocation à être un corps douanier européen. Quand on entend ici et là dans les débats aujourd'hui, notamment sur les questions uniquement d'immigration, c'est assez révélateur, la création de corps de garde-frontières, il faut bien garder à l'esprit que ce sont uniquement des corps qui seraient dédiés à l'appréhension et au refoulement des flux migratoires. Alors que nous, on considère évidemment, bon, peut-être de façon assez marginale, mais en tout cas, mon syndicat considère qu'effectivement, le rôle de la douane et son rôle historique a toujours été d'assurer la régulation des flux de marchandises et de capitaux. Merci. Il y avait une autre question ici. Personne là. Et une autre ici. Très bien. Attendez, on va vous donner le micro. Excusez-moi, c'est des questions très... Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Annick Plançon, mais je suis de nulle part. Sinon... Mais si, on est toujours de quelque part. Tout simplement, française. Bon, c'est une question à Marina Albiol. J'ai bien compris qu'elle pensait que son programme impliquait une sortie de l'euro, mais sans que ça soit une condition suffisante, mais une condition nécessaire. Je me demande... Bien sûr, ce n'est pas une condition suffisante. Je me demande aussi pourquoi elle ne parle pas d'une sortie de l'UE, qui me semble aussi, si elle applique son programme, une condition nécessaire, non suffisante, mais nécessaire pour appliquer ce programme. Déjà, bon, voilà, c'est la première question. Et l'autre question, alors, beaucoup plus technique. Devant le micro, s'il vous plaît. Oui, beaucoup plus technique. C'est pour... voilà, je cherche son nom. Guyenne Chandboul, notre tunisienne, notre sympathique tunisienne, c'est, je ne sais pas ce que c'est que le CIRDI. Le CIRDI, voilà, je ne sais pas ce que c'est, je voulais savoir ce que c'était que CIRDI, excusez-moi. Vous voulez ? Ok. Bon, je vais juste rapidement expliquer ce qu'est le CIRDI. En fait, le CIRDI, c'est un tribunal qui fait partie du groupe de la Banque mondiale, donc qui se trouve dans les locaux de la Banque mondiale, mais qui est aussi financé par la Banque mondiale, et dont la compétence est d'arbitrer les conflits qu'il y a entre les États et les investisseurs étrangers. Et c'est ce que j'expliquais dans mon intervention brièvement. C'est que lors de l'arbitrage de ces conflits-là, il se base essentiellement... bon, je pense que vous m'avez... C'est bon? Ok, très bien. Sí. Nosotras, bueno, evidentemente no proponemos la salida del euro como solución, sino como consecuencia por aplicar nuestras políticas de izquierdas, aplicar esas políticas de izquierdas, rebelarse contra las políticas de austeridad, rebelarse contra las políticas del Banco Central Europeo, te pueden tener como consecuencia que te expulsen del euro, ¿no? Y eso hay que asumirlo, pero no lo planteamos como programa, ¿no? Ahora bien, nosotras impugnamos todo el diseño de la Unión Europea, es decir, decimos que desde el principio esta Unión Europea fue construida para los intereses del capital financiero, de las multinacionales, de las élites económicas. Todos los instrumentos de la Unión Europea, desde los tratados, la moneda, el Banco Central Europeo, las fronteras, absolutamente todo fue diseñado para eso. Y por tanto, cuando planteamos que necesitamos construir una alternativa, estamos hablando de un proceso constituyente europeo, es decir, impugnando todo el diseño actual de la Unión Europea, todo el diseño actual. Pero eso sí, no lo planteamos volviendo al Estado nacional, no lo planteamos como que cada uno vuelva a su Estado-nación, sino que lo planteamos como una alternativa
que tiene que ser también a escala europea, con ese proceso constituyente europeo y con esa alianza de todos los trabajadores y trabajadoras de Europa, porque entendemos también que necesitamos, en un momento donde la economía está tan internacionalizada, necesitamos un marco mínimo donde haya los recursos humanos, científicos suficientes para llevar a cabo nuestras políticas de izquierdas, y entendemos que ese marco mínimo es Europa, un marco mínimo para planificar nuestra economía y para organizarnos, y por eso no impugnamos Europa, sino la Unión Europea, que creo que tenemos que, desde la izquierda, diferenciar mucho entre la Unión Europea y Europa. Nosotras sí queremos construir una alternativa a escala europea, pero evidentemente entendemos que con el actual diseño de la Unión Europea no hay salida, no hay futuro para los trabajadores y trabajadoras. Y por eso insisto en que no es solo una cuestión de la moneda, que va mucho más allá de una moneda, que sobre todo son las políticas económicas y el quién está diseñando esas políticas y a quién benefician esas políticas económicas, tanto con el euro como con las monedas nacionales, porque ya era así cuando no teníamos el euro. Ya eran las clases dominantes las que diseñaban las políticas y las que nos explotaban a la clase trabajadora. Y, por tanto, en ese sentido es en el que planteamos la alternativa. Gracias. Ah bon. Alors, d'autres questions? Charlotte Girard, ça marche? Bon, c'était d'abord une remarque qui me semble ressortir de vos interventions. Merci beaucoup pour ces propos. Et puis ensuite, peut-être une question d'actualité pour vous, Jian. Donc, ce qui me semblait ressortir et être particulièrement important était que la question de la souveraineté, de la récupération de la souveraineté, elle se présente comme une alternative totale, c'est-à-dire pas seulement des questions économiques, d'ailleurs pas seulement strictement monétaires, qui seraient isolées comme ça d'un contexte politique. C'est-à-dire que vous avez tous lié la question économique et la question politique et institutionnelle, peut-être pas assez institutionnelle. C'est-à-dire, finalement, la récupération de la souveraineté, elle a une traduction aussi, lorsqu'il s'agit de la mise en mouvement des peuples, elle a une traduction à un moment qui est institutionnelle, au-delà même de la question strictement de l'expertise économique, comme vous avez parlé de contre-expertise populaire, etc. Et donc, voilà, c'est aussi une forme, c'est non seulement une remarque, mais aussi peut-être une forme d'incitation à ce que vous poussiez la réflexion jusque-là, dans chacune de vos configurations nationales, les uns et les autres. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez dire sur, justement, la perspective institutionnelle de la transformation et de la récupération de la souveraineté. Bon. Ensuite, pour la question plus, disons, spécifique liée à la Tunisie, il y a une inquiétude en ce moment, qui est plus qu'une inquiétude, qui a une sorte d'effroi, qui est posée par les remous, donc le mouvement social très très important et très... qui a aussi je dirais un aspect un peu tragique, et qui est bon, voilà, ce qui se passe en Tunisie en ce moment. Et voilà, qu'en dites-vous, parce que malgré tout c'est assez peu analysé chez nous, et en quoi cela, vers quoi cela nous mènerait, c'est-à-dire est-ce qu'on est à une croisée des chemins par rapport au projet tunisien de récupération précisément de la souveraineté, et voilà, qu'est-ce que vous pouvez en dire et nous informer sur cette actualité tunisienne. Sí, una reflexión breve sobre la cuestión de la soberanía. Yo creo que tenemos que diferenciar entre soberanía nacional y soberanía popular. Yo particularmente no tengo ningún interés en recuperar la soberanía nacional. Claramente, o sea, me da igual que me explote, que me robe los poderosos de España, que lo hagan los poderosos de Alemania o de Francia o de Italia, me tiene sin cuidado. Creo que tenemos que hablar no de recuperar una soberanía popular que nunca hemos tenido, sino de conquistar esa soberanía popular. Y yo creo que ahí está la clave, ¿no? Separar ese término de soberanía nacional o de soberanía popular. Recuperar la soberanía nacional tiene, entiendo, para las clases populares poco sentido,
¿no? Porque, bueno, antes de construir la Unión Europea teníamos una soberanía nacional, pero la clase trabajadora sufría exactamente igual que sufre ahora, ¿no? Entonces creo que la clave es en en conquistar esa soberanía popular y que sea el pueblo, los pueblos de Europa los que decidamos nuestras políticas y tengamos en nuestras manos nuestro destino. De la otra manera creo que estaremos buscando una salida equivocada a un momento gravísimo como el que estamos viviendo. Gracias. Pour répondre à votre question, en termes de réflexion institutionnelle, en fait, nous, on a eu la chance d'avoir un processus constituant en Tunisie après 2011. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est justement de poser les bases de principes, mais également d'institutions qui permettraient aux citoyens de faire peser leur voix. Donc on a essayé tant bien que mal d'influencer les constituants pour poser ces bases-là. L'élément positif en Tunisie, c'est que comme nous n'avons pas des professionnels de la politique, nous avons des députés qui étaient des citoyens, et donc il y a une accessibilité aux parlementaires en Tunisie et une réelle écoute de leur part auprès des citoyens. Donc on a saisi cette opportunité pour essayer de poser des bases, notamment il y a par exemple le principe de gestion des ressources naturelles par le peuple, donc c'est l'appartenance des ressources naturelles au peuple, ce qui est un article révolutionnaire qui n'existait pas avant et qui va impliquer des changements fondamentaux, que ce soit en termes institutionnels mais politiques. Il y a également une instance qui va être mise en place, une instance constitutionnelle de protection des générations futures. Il y a eu tout un chapitre sur la décentralisation et des mécanismes de démocratie participative au niveau des collectivités locales. Donc ça, ce sont des exemples, mais nous avons essayé un maximum de poser ces principes-là et de mettre en place des institutions qui permettraient d'ouvrir ces possibilités. Mais comme je vous expliquais, c'est un processus en cours. La Constitution, aujourd'hui, c'est un texte qu'il va falloir faire vivre, qu'il va falloir interpréter. Il va falloir aussi rédiger, préparer justement les projets de loi qui vont mettre en place ces instances, comme l'instance de lutte contre la corruption et pour la bonne gouvernance, ou cette instance de protection des générations futures. Donc il y a vraiment un espace législatif, mais institutionnel, comme vous dites aussi, à occuper. Et nous essayons de nous organiser, nous, pour qu'on puisse faire peser nos orientations et notre voix. Donc ça, c'est sur la première question. Et sur le deuxième point, sur l'actualité, c'est difficile de dire ce que va donner ces mouvements de protestation, ces manifestations, ces contestations. Elles sont disparates maintenant sur tout le territoire. Elles sont principalement menées par l'Union des diplômés chômeurs. Donc c'est principalement des diplômés qui ne travaillent pas depuis des années. Donc, et ces mouvements sont... Quand nous, on suit depuis 2011 quelles ont été les orientations économiques, c'était prévisible que la misère va continuer, la pauvreté, les inégalités, et que les politiques qui sont choisies qui sont suivies par nos autorités aujourd'hui ne vont pas permettre de créer les emplois nécessaires pour justement combler ces revendications-là. Il n'y a pas vraiment de politique industrielle aujourd'hui. Aucun acteur politique en Tunisie aujourd'hui ne s'est vraiment posé pour dire quelle politique industrielle pour créer des emplois à valeur ajoutée et non pas de la sous-traitance. Donc il y a des secteurs sur lesquels on peut agir, mais pour l'instant il n'y a pas cette réflexion. Donc il y a ces mouvements disparates qui continuent et qui vont continuer probablement. Dire aujourd'hui si c'est un mouvement organisé ou pas, c'est difficile. Si ça va donner quelque chose ou pas, c'est difficile. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes encore, c'est un bouillonnement. Donc il y a des initiatives qui naissent, il y a des protestations, des contestations. Mais c'est difficile encore de dire aujourd'hui si ça va donner quelque chose de structuré et avec des revendications claires, une stratégie claire, etc. Donc ça, c'est une autre paire de manches. Est-ce que vous attribueriez justement cette espèce de neutralisation des capacités de réflexion sur les réponses économiques, est-ce que vous l'attribueriez à ce que vous avez dit sur le fait que C'est une des causes, ouais. Mais il y a une des causes, c'est sûr.
Mais il y a aussi également le fait que juste après 2011, les acteurs politiques tunisiens n'ont pas eu le temps de réfléchir. Déjà, on n'a même pas eu le temps de se poser et faire un diagnostic. Pourquoi est-ce que ces politiques-là n'ont pas fonctionné? Et ensuite de répondre, de trouver les réponses adéquates à ces revendications-là. Donc à peine nous étions déjà en train de se remettre de ce qui se passait, de commencer à s'organiser pour peut-être des élections, etc., que déjà il y avait des engagements qui étaient menés, déjà il y avait des emprunts conséquents avec des conditionnalités énormes, on commençait à parler d'accords de libre-échange, etc. Donc aussi, il y a une responsabilité, bien sûr, de la part des partenaires et des États à vite s'empresser de ne pas laisser finalement l'opportunité de remettre en cause le modèle de développement et vite les engager pour qu'ils puissent... Et en même temps, de notre côté, il y a une responsabilité en Tunisie à la difficulté à mettre en place ces diagnostics, difficulté à essayer de réfléchir ensemble à quelle vision de développement on veut pour le pays. Il y a une difficulté d'organisation aussi. Donc face à cette faiblesse-là, forcément, le rapport de force, il est plus avantagé. Vous avez une alliance qui est organisée avec de l'argent, etc. Et en face, forcément, des acteurs qui sont divisés. Des acteurs divisés qui ne savent pas encore où aller. Donc il y a une double responsabilité, si on peut dire ça comme ça. Donc, mais il y a par contre, il y a une vraie autoroute devant nous, avec des nouveaux principes dans la Constitution, des réformes institutionnelles, la réforme de la décentralisation. Et là, il faut que nous, on pèse. Donc là, il y a quand même une opportunité, une chance pour commencer à, nous aussi, influencer ce processus de telle sorte à ce qu'il soit plus favorable à nos intérêts à nous. Oui, pour répondre à cette question sur le champ institutionnel de la récupération de la souveraineté, bon, sans être un constitutionnaliste averti, ce qui est bien certain, c'est que lorsque dans mon exposé initial, j'avais indiqué qu'effectivement le repositionnement de la souveraineté sur les limites, les frontières qui sont celles des États-nations me paraissait dans l'époque historique dans laquelle on se trouve quelque chose de stratégiquement incontournable. Ça ne signifie pas pour autant, évidemment je l'ai dit rapidement, mais ça ne signifie pas pour autant qu'on pense que l'État-nation n'a pas besoin d'être réformé, ne serait-ce qu'évidemment que par le fait que ces amendements de souveraineté ont été consentis en pleine conscience par des élus nationaux. Et évidemment, on peut d'ailleurs s'interroger sur la raison pour laquelle ils ont consenti eux-mêmes à se départir de leur propre pouvoir, finalement, effectivement, pour complètement se déresponsabiliser. Mais pour répondre rapidement, évidemment, l'État-nation en tant que tel, il est arrivé aussi à bout de souffle démocratiquement. La question, elle est effectivement pas économique, mais de mon point de vue, elle est vraiment essentiellement démocratique. L'Union européenne pose un problème en tant que tel parce que c'est un espace de libre-échange, mais les États-nations eux aussi sont totalement essoufflés démocratiquement. Et sans rentrer dans une analyse institutionnelle que je ne pourrais pas faire, mais je pense que l'utilisation et je dirais l'approfondissement du champ référendaire, notamment sur toutes les questions qui sont liées justement à l'exercice de la souveraineté, me paraît être une piste qu'on peut explorer, notamment quand on se rappelle des débats qui ont eu lieu sur le traité constitutionnel européen, et qui ont donné lieu à une expérience démocratique qui, à mon sens, n'a pas été renouvelée depuis. Et on pourrait envisager d'inscrire, pour le coup, dans la Constitution que toute modification, toute signature de traité, tout engagement des États qui ont des conséquences sur l'exercice de la souveraineté du peuple, en l'occurrence borné par les frontières de la nation, paraît assez essentiel. C'est quand même incroyable qu'aucun accord commercial, alors que leurs conséquences sur le champ économique et social sont immenses, aucun accord de libre-échange n'a jamais été soumis à l'avis du peuple. Ils sont toujours négociés. Là, c'est la caricature avec le GMT, TAFTA, TTIP, enfin peu importe comment on l'appelle, le traité en tout cas de libre-échange transatlantique qui est négocié complètement dans une opacité absolue, dans un silence médiatique quasi total. Alors que ces conséquences seront immenses pour la vie de tout à chacun. Donc ça, je pense que ça fait partie vraiment des pistes à explorer. Toute modification essentielle
de la souveraineté économique, parce qu'elle est cruciale, des peuples, doit être soumis à leur avis. Et d'ailleurs, c'est aussi ces moments qui permettraient, on peut espérer, comme ça a été le cas il y a quelques années, de débats citoyens, de débats démocratiques vivaces. Nous avons encore largement le temps de débattre. Y a-t-il d'autres questions? Oui, madame. Bonjour et merci vraiment à tous les trois pour vos interventions. Je pense que la question que je vais poser, ça concerne aussi les trois d'entre vous. Bon, selon les éléments que vous connaissez et donc les réponses que vous pourrez apporter, je voudrais savoir si dans le monde syndical en particulier, il y a des réflexions à l'intérieur de chaque syndicat et éventuellement intersyndicalement sur les mesures d'urgence qui pourraient être prises par un gouvernement de gauche venant au pouvoir, des réflexions sur une réindustrialisation écologique. Donc évidemment pour notre ami douanier, c'est pas son sujet, mais c'est un exemple qui est peut-être que l'une des deux autres intervenantes pourrait répondre là-dessus. Bref, est-ce que vous sentez que le mouvement syndical se réapproprie en particulier la reprise de souveraineté, que ce soit industriellement ou constitutionnellement? Bon, vous en avez quand même parlé. J'imagine qu'il y a aussi une réflexion là-dessus. Voilà, merci. Oui, ben, malheureusement pas vraiment. C'est un peu je pense que les syndicats ne sont pas du tout des institutions hors sol et qu'elles reflètent assez bien, pour les débats qui ont actuellement lieu en leur sein, l'état de la réflexion qui existe dans les autres organisations. J'ai dit de façon assez positive au début de mon intervention qu'il semblait que la souveraineté reprenait sa place dans le champ des échanges et des débats au sein de la gauche, mais ça reste malgré tout assez marginal. Et c'est clairement le cas dans les organisations syndicales, pour celles que je connais, pour les vivre au quotidien. Certes, je suis dans un syndicat douanier, mais ce qui ne m'empêche pas de participer à des échanges fructueux avec mes camarades d'autres champs professionnels. Et il est bien certain, je pense pouvoir parler aussi pour ce qui est des autres organisations syndicales que la mienne, notamment les grosses confédérations historiques. Je crois que véritablement, cette question de la souveraineté et du pouvoir-faire représente vraiment un angle mort toujours assez dramatique d'ailleurs de l'alternative qu'ils représentent et qui, de mon point de vue, comme pour les partis politiques, explique en grande partie la désaffection dont ils font preuve, parce que les citoyens, je pense, sont pas dupes et sont assez conscients que ce qui manque réellement dans les programmes, que ce soit les partis politiques ou les organisations syndicales, qui sont aujourd'hui, à mon avis, assez au point sur le contenu du progrès social à appliquer. Ce qui manque réellement, c'est la question du comment le faire. Et cette question du comment le faire, c'est effectivement cette question de la souveraineté. Et très objectivement, pour les syndicats, ça représente deux points qui sont compliqués, parce que c'est le rapport avec l'organisation politique. Et en France, c'est pas pour ce que je connais, en France, c'est effectivement toujours un point qui fait débat, un point qui fait problème, parce que parler de ça, c'est parler effectivement de l'autorité politique, du rapport du mouvement social aux politiques, et qui est quelque chose qui est toujours pas réglé, et qui fait toujours l'objet de débats toujours vifs et qui, de mon point de vue, se renouvellent pas vraiment. On reste toujours quand même bloqué sur ne surtout pas traiter de questions qui relèvent du politique, ce qui aujourd'hui, à mon avis, n'est plus guère possible de tenir cette ligne-là. Et d'autre part, pour les organisations syndicales qui se situent dans un champ, on va dire, très à gauche, de transformation sociale, la question de la souveraineté est toujours prisonnière un peu de cet entendement selon lequel
traiter du souverainisme est traiter d'une question de droite, on va dire les choses très clairement. Et donc du coup, on s'en défie énormément. Et dans les débats, j'ai un souvenir personnel d'avoir un jour soulevé la nécessité de repenser la souveraineté industrielle. Et là, je me suis fait traiter d'un peu tous les noms, de voir de monde bourgien, ce qui serait quand même absolument horrible. Alors que c'est assez amusant quand on y pense, parce que la souveraineté alimentaire, elle, ne fait pas débat. Et notamment, d'ailleurs, c'est assez traité dans les organisations syndicales. Dans la mienne, on a des commissions qui traitent d'écologie, on a des commissions qui traitent d'économie. Et ces questions-là reviennent assez régulièrement. Elles sont traitées de façon assez approfondie. Mais sur la question d'envisager la réappropriation d'une souveraineté autre que alimentaire, parce que celle-là est admise par tous, parce qu'elle nous concerne chacun, je pense, de façon non polémique. Lorsqu'on parle de souveraineté industrielle, tout de suite, on devient un ami d'un grand patron à haute forme et chaîne de montre. Donc je pense qu'il y a vraiment là-dessus des images à dépasser, des présupposés à dépasser, et dire que simplement, ce que j'ai essayé de définir, que la souveraineté n'est jamais que le contenu réel de ce que peut être la démocratie. Si on l'enlève, effectivement, il n'y a plus grand-chose dans la démocratie, si ce n'est un principe qu'on aime agiter de temps en temps. Donc là, je pense qu'effectivement, il y a un enjeu très fort, un enjeu d'autant plus, puisque je crois avoir cru comprendre de la séquence qui s'est passée, notamment en Grèce, si un parti politique ou si une alliance de partis politiques arrive au pouvoir sur un programme de transformation sociale forte, s'il ne peut pas s'appuyer sur un mouvement social puissant, l'histoire nous montrera que ça a toujours été vrai, capable de pousser, de revendiquer lui aussi, avec la légitimité de représenter les travailleurs, lui aussi puissant à ce moment-là, on n'arrivera jamais finalement à quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Donc réellement, effectivement, cette appropriation par le champ professionnel et les syndicats de ces questions de souveraineté, mais qui demandent de dépasser les tabous historiques, doit se poser de façon cruciale, à mon avis. Donc pour la Tunisie, je dirais que donc on a un syndicat principal, le syndicat des travailleurs qui est le GTT. Donc il y a une base populaire assez importante et qui est un vrai acteur politique, enfin qui pèse dans le contexte tunisien. On observe en fait que, étant donné les enjeux les enjeux concernant la réussite de la transition démocratique, l'UGTT s'est positionné beaucoup plus sur ces questions de réussite de la transition démocratique, donc sur ces questions plus institutionnelles et politiques, et a fait partie du consensus national pour justement faire réussir cette transition et arriver jusqu'aux nouvelles élections. Donc c'est un acteur qui, pendant la transition, s'est beaucoup plus positionné sur ces enjeux-là. Il y a des réflexions sur les questions économiques et la souveraineté au sein du syndicat, mais il y a plusieurs courants. Ils sont assez divisés et il n'y a pas aujourd'hui vraiment de position commune ou de position forte et structurée, organisée sur la reconquête de la souveraineté économique, sur les politiques industrielles, etc. C'est encore faible. Et c'est un peu à l'image de ce que je vous expliquais, c'est-à-dire que la plupart des acteurs politiques en Tunisie, même les partis politiques, n'ont pas encore une vision claire de comment justement atteindre cet objectif et quel type de politique économique mettre en place pour réduire le chômage, par exemple. Donc c'est à l'image de la plupart des acteurs politiques. Et il y a des réflexions, mais elles sont encore ou marginales ou encore en interne. Ce ne sont pas encore des réflexions avec une position. Eh bien, je ne sais pas si les syndicats abordent ceci et s'ils arrivent à avoir une réflexion collective, mais je sais qu'ils en parlent lorsqu'ils s'organisent et lorsqu'ils font la lutte dans la rue. C'est d'ailleurs le rôle des syndicats. Et j'aimerais vous donner un exemple. Les syndicats de classe au niveau européen et en Espagne participent
contre le TTIP, dans la campagne contre le TTIP. On considère que c'est une attaque frontale contre la souveraineté nationale. On voit qu'il y aura une dictature des multinationales. On voit que c'est aller encore plus loin dans les politiques néolibérales et qui va impacter directement les droits démocratiques, environnementaux et les services publics. Donc voilà, la position des syndicats contre le TTIP, c'est clair, c'est une lutte pour la souveraineté populaire, dans tous les cas. Si la gauche européenne menons ces réflexions et ces débats, et si on repense et on reformule en quelque sorte toutes ces réflexions, et bien de même, les syndicats, du moins ils devraient le faire, être dans ce processus. Je pense qu'une des clés actuelles, c'est de récupérer la rue et faire des mobilisations dans la rue au niveau européen également, parce qu'on ne nous a rien donné. Tous les droits qu'on a acquis, on a dû aller les chercher, les conquérir dans la rue. On a dû se battre et les syndicats ont joué un rôle très important. Lorsqu'on parlait de cette alliance des travailleuses et travailleurs pour conquérir nos droits, eh bien, les syndicats ont également joué un rôle et un rôle primordial avec les mouvements sociaux et les organisations de gauche. Je pense que dans ce sens, il faut continuer d'impulser cette mobilisation dans la rue pour conquérir ces droits. Y a-t-il d'autres questions? Tout à l'heure, il y avait une question, mais je crois que il est sorti. Oui? Merci infiniment. Merci à tous. Le débat est très, très riche et passionnant. Moi, j'aurais une question pour notre camarade espagnol. Je suis Nicolas Williams, membre du Parlement danois pour l'Alliance Rouge-Verte. Et cette discussion me paraît absolument passionnante et essentielle. Il me semble que vous avez esquissé ce que j'appellerais le plan A de réforme des traités, à savoir établir une autre forme de coopération européenne. Et ce serait très intéressant si vous pouviez nous en dire plus sur le contenu d'un éventuel plan B. Par exemple, si nous nous retrouvions dans la situation souhaitable qu'il y ait de nouvelles élections en Espagne et que la gauche unie et Podemos l'emporte, eh bien, vous auriez donc à négocier avec l'Union européenne pour demander la réforme de l'Europe. Et si on vous répondait non, vous avez déjà signé les traités, il est trop tard, vous avez déjà renoncé à votre souveraineté et nous allons maintenant utiliser les pouvoirs que vous nous avez conférés pour vous contraindre à faire ce que nous souhaitons que vous fassiez, comme cela a été le cas en Grèce. Eh bien, quelle serait votre réponse? On pourrait vous éjecter de l'euro, on pourrait vous éjecter de l'Union européenne ou vous pourriez vous conformer à la ligne Merkel et des néolibéraux. Voilà le problème auquel nous sommes confrontés en Europe. Il faut que nous nous dotions d'un plan pour faire face à cette éventualité. Merci. Sí, sin duda. Oui, tout à fait. D'ailleurs, la première partie de ma présentation, je disais que nos politiques de gauche, ce sont donc nos politiques que l'on défend à partir de la gauche transformatrice, n'ont pas de place dans cette Europe. On l'a déjà vu lors du cas de la Grèce. On a échoué parce que la Banque centrale, les traités, ceux qui nous gouvernent,
gouverne à partir de l'Europe, eh bien, on ne nous a pas laissé appliquer nos politiques de gauche. Donc, lorsqu'un gouvernement de gauche arrive au pouvoir, il faut qu'il se maintienne, il soit au service de la classe travailleuse et défendre leur position politique, quoi qu'il arrive. Et là, je dis qu'il est probable que si on est cohérent avec le programme politique que nous avons présenté lors des élections, l'une des conséquences serait d'être mis dehors de l'euro. Et ce sommet, comme aujourd'hui on l'organise, comme le sommet qu'on va organiser à Madrid, doit nous mener pour nous préparer pour cette possibilité. Voilà. Et c'est là où on devra élaborer ces plans B qu'on est en train déjà de penser ensemble. Et voilà, ces sommets-là servent à cela. Si on arrive à ce moment-là, il ne faut jamais laisser nos politiques de peur qu'on soit expulsé de l'euro. Il faut être préparé pour le moment, pour ce moment, lorsque ce moment arrivera. Oui. Bonjour, donc Boris Biliad, je suis un des animateurs de la commission économie du Parti de gauche. Et donc je voulais vous remercier pour ce débat de haute qualité parce que ce sujet est vraiment crucial et on le voit bien dans toutes les interventions et les questions même en fait complètement transversales. Et je pense que c'est le cœur en fait du plan B, comment récupérer la souveraineté et notamment les questions institutionnelles. Puisque en face de nous, on a qu'est-ce qu'on doit casser, c'est l'ordolibéralisme. Et l'ordolibéralisme, c'est justement l'institutionnalisation du libéralisme. Donc la réponse est en fait institutionnelle dans les différents côtés qu'on a vus. Et je voulais juste faire un tout petit peu d'autopromotion, si ces sujets vous intéressent, parce qu'on a écrit un livre avec Sandro Poli, l'autre animateur de la commission économie. Donc, je vous rassure, il n'y a pas de droit d'auteur, donc c'est purement militant. Vous pouvez le trouver à la librairie à côté. Ça s'appelle « Osons le protectionnisme ». Une urgence sociale et écologique, puisqu'il y a les deux pans dans la lutte, enfin l'affrontement, la libéralisation commerciale. Et ce livre a participé, a profité de nombreux échanges que nous avons pu avoir avec notamment Morvan Burel, Solidaire Douane, ou d'autres acteurs. Et il essaie d'être très concret sur les questions industrielles pour récupérer la souveraineté industrielle, sur la monnaie pour récupérer la souveraineté monétaire, et face à la libération avec des exemples très concrets sur les questions commerciales. Voilà, c'était juste un peu d'autopromotion. Donc, Osons le protectionnisme, il fait quelques centaines de pages, c'est tout petit. Voilà, merci. Bravo pour la promotion. Donc, j'ai une question et il nous reste 10 minutes pour conclure. Donc, une question et ensuite une conclusion de nos 3 invités. Bonjour, Mabrouk Mbarek, je suis intervenue hier sur la dette tunisienne. En fait, votre intervention, elle m'a fait penser à une question. Je connais très bien le cas tunisien et l'institutionnalisation de l'ordolibéralisme par les institutions se passe aussi via l'administration. En Tunisie, l'administration est formée de technocrates qui sont formés justement à une pensée unique de l'économie. Bien sûr, ce n'est pas tous le cas. Il y a des gens aussi qui pensent, qui sont plus socialistes, mais l'administration technocrate en Tunisie, elle fait partie de cet ordolibéralisme. Je posais la question, est-ce que c'est le cas en Europe? Est-ce que s'il y a un parti de front gauche au gouvernement, est-ce que l'administration va poser des problèmes pour justement appuyer un gouvernement, que ce soit en Espagne ou en France? Merci. Et si, par exemple, la question c'est est-ce que ça sera un frein et comment comptez-vous justement travailler sur ça? Alors peut-être que je vous invite à répondre tous les 3 et à donner en même temps vos conclusions de façon à ce que nous terminions à 45. Merci. Oui, j'ai bien compris. Très bien. Allez-y. Sí, no sé si he entendido bien la... Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Donc c'est jusqu'à quel point l'administration de l'État pourrait être un frein aux politiques de gauche. C'est bien ça, hein? D'accord, ça m'avait un petit peu échappé. N'étais pas sûr d'avoir bien compris, finalement, oui. Aucun doute, aucun doute. Et on le voit encore à l'heure actuelle dans beaucoup de municipalités. Le changement a permis que nous accédions à certaines municipalités. Des gouvernements de gauche occupent pour la première fois depuis de nombreuses années de nouvelles mairies. Et on voit que ceci aide
annuler des dynamiques qui viennent du passé et qui font que, ce sont autant d'obstacles à nos politiques de changement dans ces municipalités. Et évidemment, il arriverait la même chose au niveau État. Si un nouveau gouvernement de gauche venait à assumer ses fonctions en Espagne, eh bien, nous verrions confrontés aux mêmes difficultés parce que l'État n'est pas neutre. L'État lui-même, dans sa construction, est construit aussi pour défendre certains intérêts. Et j'entends que c'est un autre obstacle, un obstacle supplémentaire que la gauche devra dépasser. Oui, pour répondre directement à la question, bon, c'est un peu compliqué, parce que ça demanderait de faire de la sociologie administrative, je ne sais pas trop, mais je suis assez optimiste là-dessus, parce que l'administration, et notamment les fameux hauts cadres de la fonction publique, sont des gens qui sont extrêmement légitimistes, et je pense que dans un cadre constitutionnel, dans un cadre qui changerait, démocratiquement parlant, je ne vois pas véritablement aujourd'hui d'obstacles et de freins majeurs qui seraient liés par une autre fonction publique, mais je suis peut-être BA, mais ils ne me font pas tellement peur. Et de façon par contre extrêmement optimiste sur ce sujet, et là par contre où il faudrait aller assez vite, c'est qu'aujourd'hui les agents des administrations, et en tout cas je parle pour la mienne, mais je pense que c'est vrai aussi beaucoup pour les autres, ont envie de refaire leur travail véritablement, et aujourd'hui ils en sont empêchés. Et ce qui d'ailleurs dégrade complètement leurs conditions de travail et leur morale au travail. Je pense pour aujourd'hui, les agents des douanes, ils sont plus très nombreux, ils n'ont pas tellement envie de se transformer en garde-frontières, ils n'ont pas tellement envie de se transformer en facilitateurs des flux et de fluidification économique comme on leur demande de le faire. Ils ont juste envie d'exercer leur métier, de protéger leurs concitoyens contre toutes les formes de dumping, et je pense qu'ils attendent avec impatience aujourd'hui de pouvoir faire leur métier. Donc je pense qu'avec assez d'optimisme, après bon, ça c'est une question compliquée de rapport de force au sein des organisations, mais je pense qu'aujourd'hui massivement les agents qui constituent encore la très grande majorité des agents des administrations demandent à pouvoir exercer leur mission, qui ont été totalement remises en cause intellectuellement parlant, ce qui les prolonge parfois dans un grand désarroi, par ce tordolibéralisme, en tout cas ce libéralisme absolu qui les a frappés, et notamment pour l'administration des douanes, qui est évidemment en première ligne, puisqu'elle est justement chargée de la régulation de ces flux. Donc un mot de conclusion rapide, comme il m'a été demandé. Je pense que réellement, l'objet de mon intervention, qui forcément été assez courte face à l'objet très vaste du sujet, moi ce que je voudrais vraiment souligner, c'est que je pense que pour rester dans le cadre d'un plan B, donc c'est-à-dire de politiques qui peuvent concrètement être mises en œuvre demain, je pense qu'aujourd'hui la gauche de transformation sociale qu'il apporte, il ne faut vraiment pas qu'elle oublie qu'elle doit vraiment marcher sur deux pieds. Le premier pied du quoi faire, je pense qu'il est vraiment aujourd'hui bien assimilé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits en matière économique, fiscale, écologique. Et aujourd'hui, je pense que ce qui doit être fait, le programme qui doit être mis en place, je pense qu'il est assez bien maîtrisé, assez bien connu. Mais je pense que véritablement, ce comment le faire, et qui était véritablement, à mon avis, le cœur du sujet de cette table ronde aujourd'hui, il est véritablement encore à l'état d'ébauche. Je pense qu'il il se heurte à des vieux tabous de toute la gauche sur ces notions compliquées, c'est vrai, de qu'est-ce qu'un peuple, qu'est-ce qu'une nation, comment est-ce que deux nations coopèrent, est-ce qu'elles sont forcément antagonistes. Ça demande une analyse de toute l'histoire de l'Europe, qui est quand même un continent qui a vécu des heurts très particuliers sur ces questions, et je pense qu'il faut véritablement aujourd'hui qu'on n'oublie pas et qu'on n'ait pas peur de les prendre de front, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas laisser le monopole de la contestation cohérente aux extrêmes droites. C'est vraiment très vrai en France, je pense que c'est vrai dans d'autres pays, notamment au Royaume-Uni. Si on laisse le champ de cette contestation sociale, de cette contestation sur l'Europe et le libre-échange aux extrêmes droites, comme c'est malheureusement un peu vraiment le cas chez nous en France, on leur laisse véritablement le champ libre pour porter aujourd'hui la voix de la classe populaire, celles qui ont véritablement subi les dégâts du libre-échange, les dégâts des délocalisations, qui l'ont vécu et qui le vivent toujours dans leur quotidien. Et je pense qu'aujourd'hui, la gauche a la responsabilité très forte de reprendre très vite, parce qu'on est vraiment en situation d'urgence, de reprendre ces questions, de ne pas en avoir peur, et de véritablement les traiter jusqu'au bout, parce qu'il y va véritablement
d'une urgence sociale très importante et pour le coup d'une question démocratique cruciale. Merci. D'accord. Je vais juste, pour conclure, dire que finalement, je pense qu'il y a une bataille principale qu'il faut qu'on gagne, c'est aussi la bataille de la communication. Parce que ce n'est pas forcément que l'on n'a pas d'alternative ou qu'on n'a pas un plan, c'est qu'aussi il y a une vraie propagande en face et qu'on a une responsabilité, nous, essayer de créer de nouveaux concepts, des paradigmes, des manières de communiquer, des façons de convaincre aussi nos concitoyens pour renverser la vapeur, comme on dit. Donc je pense que là, vraiment, il y a un enjeu stratégique sur lequel il faut qu'on investisse beaucoup plus et qui peut porter ses fruits. Donc, voilà. Et moi, simplement, je souhaiterais nous féliciter, nous tous. Je pense que les débats que nous avons entendus ces jours-ci sont essentiels, nécessaires pour l'avenir de la gauche européenne et donc pour l'avenir des travailleurs d'Europe. Je crois qu'il n'y a pas de formule magique. Je pense que nous devons simplement être très clairs sur notre objectif. Nous devons savoir quels sont nos principes, internationalisme, nos idées, notre objectif, défense des classes populaires. Et je crois que si tout ceci est clair pour nous, nous allons pouvoir, entre nous toutes, apporter des réponses à toutes les questions qui se posent. Et je crois en plus que la gauche européenne a l'obligation d'apporter des réponses à ces questions, à ces doutes, et d'apporter des réponses pour que les besoins fondamentaux de toute la classe ouvrière et de travailleurs d'Europe puissent avoir des réponses. Si nous ne sommes pas capables d'apporter ces réponses, alors évidemment, nous ouvrons les portes à l'extrême droite, ça ne fait aucun doute. Et c'est quelque chose que nous voulons éviter. C'est notre défi à gauche d'apporter, de trouver ces réponses et d'élaborer des alternatives multiples et les construire tous ensemble avec les travailleurs et les travailleuses d'Europe. Merci. Nous avons donc terminé en temps et heure et nous allons pouvoir maintenant passer à l'étape suivante. Merci à vous et à nos intervenants surtout d'avoir été si détaillés.